8 minutes avec... Bonjour Arthur, bonjour Gabriel. Donc aujourd'hui on vous reçoit tous les deux pour parler de votre sujet de thèse, donc qui sont en lien tous les deux. Donc je vais vous laisser les présenter et nous expliquer un peu ce que vous faites. Alors je vais commencer peut-être par la partie la plus appliquée. Donc moi j'ai une thèse sur le contrôle balistique en hadrothérapie. Alors qu'est-ce que la hadrothérapie? C'est une technique de traitement des cancers en fait. D'habitude, ce que les gens ont l'habitude de voir, c'est ce qu'on appelle des gamma caméras, c'est-à-dire on envoie des signaux lumineux très intenses qui vont aller dans la direction de la tumeur, qui vont aller déposer leur énergie sur ce qu'on appelle la tumeur, enfin le cancer. Le cancer en fait est juste une prolifération de cellules qui font que se multiplier et qui du coup n'assurent plus leur fonction. La hadrothérapie, l'idée c'est de faire la même chose, mais cette fois-ci en déposant de manière très localisée ce dépôt d'énergie, et donc de ne pas toucher les tissus sains autour. Donc ça a un énorme impact, donc moins d'effets secondaires, et le patient peut aussi se rétablir un peu plus rapidement. Voilà, donc le problème de ça, c'est que comme ça dépose de manière très localisée, si on fait ne serait-ce que la moindre erreur sur les tissus sains, et ben là on attaque de plus gros dégâts. Donc l'idée c'est de concevoir un appareil qui suive en temps réel la façon dont est effectué le traitement, la façon dont est lancé... alors nous on lance pas des... Pardon, j'ai pas dit sur le hadron, on lance pas des gamma, mais nous, de la lumière, nous on lance des protons. C'est des protons c'est eux qui ont cette particularité des ions lourds, qui ont cette particularité de déposer leur énergie en un endroit. Et donc moi je construis un appareil qui va essayer de suivre ces protons en temps réel, parce que ces protons, en passant à travers le corps humain, ils vont taper dans les molécules d'oxygène et de carbone, et ils vont émettre une lumière. Cette lumière qu'on va récupérer avec un instrument qu'on appelle le DPGA, un détecteur pixelisé de grande acceptance, et qui va nous permettre de suivre en temps réel. Donc pour cela, on a besoin d'une électronique rapide, quelque chose qui va pouvoir nous permettre d'extraire les données et de les analyser. Donc en cas de déviation trop importante, en cas qu'on rate la cible, eh ben, on arrête le traitement et on recalcule. Donc là, pour la partie acquisition, je vais laisser plus Gabriel parler. Donc bonsoir. Donc moi, je vais vous parler aussi de mon sujet de thèse, donc qui s'inscrit tout à fait dans le contexte aussi de ce travail de recherche en hadrothérapie. Donc un petit rappel de contexte, on est tous les deux au laboratoire de physique corpusculaire de Clermont-Ferrand. Donc c'est un laboratoire qui est rattaché à l'Institut national de physique des particules et de physique nucléaire. Et donc, on travaille principalement pour les expériences du CERN, pour ceux qui connaissent. Donc, l'idée, c'est d'accélérer des particules le plus rapidement possible et de les collisionner pour mieux comprendre la matière. Donc, toutes ces expériences, donc pour le CERN ou pour la hadrothérapie, nécessitent la conception d'instruments dédiés pour ces expériences, pour analyser... extraire les données. Donc à chaque fois, on a beaucoup de données qui sont produites. Et donc dans mon cas, pour ce travail de recherche, l'idée c'est de concevoir le circuit qui aura pour rôle après de transformer les signaux analogiques qui viennent de chaque pixel du DPGA, de l'instrument que vous a parlé Arthur, et de transformer ces signaux analogiques, donc qui ont une amplitude réelle, et de les numériser ensuite en signaux numériques pour être traités après soit par un système de traitement en temps réel, soit sur ordinateur. Et en fait, les contraintes de mon circuit, c'est justement la résolution qui doit atteindre 8 bits. Donc, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu les fichiers audio et la compression, 8 bits, ça peut paraître une faible résolution. L'autre contrainte, de l'autre côté, c'est qu'il échantillonne en temps réel à 2 gigasamples, 2 giga échantillons. Donc, sachant que l'audio, c'est jusqu'à 20 kHz, on est 100 000 fois plus, 100 000 fois au-dessus de la fréquence auditive qu'on peut entendre. Mais pour la lumière, c'est indispensable en fait. D'accord. Donc c'est un procédé assez complexe, mais combien de temps ça met à développer ce genre de procédé? Parce que donc là, il y a toute la phase de conception, d'optimisation, et après, il y a des essais cliniques derrière, je suppose. Est-ce que vous avez un ordre d'idée peut-être?
Peut-être juste avant, une petite question pour résumer, parce que c'est quand même ultra technique. Moi, je pense que ce serait bien de faire peut-être... si vous me dites si je me trompe, hein, mais si on résume vos 2 sujets de thèse, le but c'est de trouver une manière de vaincre la maladie plus précise et donc plus efficace. Toi, tu regardes un peu la théorie et toi, tu construis l'outil qui permettrait de le faire. Non, c'est l'inverse. Enfin, on étudie la construction. Nous, c'est vraiment le contrôle du traitement. D'accord. Le traitement existe et nous, c'est vraiment de contrôler, de s'assurer. D'accord, c'est de bien viser les cellules malades et pas les cellules saines, et vous construisez la machine qui permettra de le faire. De le contrôler en temps réel. D'accord. Comme il expliquait, en fait... Non, mais du coup, ma question était pas bête. Oui. Non, mais comme il expliquait, en fait, c'est qu'actuellement, on ne peut que bombarder la tumeur et arrêter le faisceau et analyser ce qui s'est passé. Et ensuite, rediriger le faisceau. Et ça demande à chaque fois... Disons qu'en fait, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, quand on cible une tumeur, on prend tout autour 3,5 mm de marge. Voilà. Donc ça peut paraître pas grand-chose, mais pour des tumeurs dans le cerveau, c'est énorme. L'idée avec ce suivi, ça pourrait permettre de réduire ces marges à 1 mm. D'accord. En gros, l'idée, le positionnement du patient. Voilà. Donc abîmer moins de cellules saines possibles et vraiment viser que les cellules malades. Aller chercher des cellules qui sont très proches des organes vitaux, comme par exemple près du cœur ou à l'intérieur du cerveau, encore plus profondément. Et pour ça, il faut de l'électronique rapide. Et ça, c'est mon boulot. Voilà. Ok. Je vous laisse reprendre, je vous embête pas plus. Je vous en prie. Donc, comme je vous demandais, combien de temps ça met à développer un procédé comme ça? Est-ce que vous avez une idée? Alors, ça se compte en plusieurs dizaines d'années. Et il y a autre chose aussi, c'est que donc déjà, on vit avec des financements. Donc, déjà, il faut trouver un certain nombre de mécaniques de financement. Oui. Et ensuite, pour l'aspect clinique, il y a en Europe une éthique qui nous empêche d'aller poser notre instrument sur un patient et de regarder ce qui se passe. Il faut passer par tout un processus d'autorisation, de tests précliniques sur des animaux, puis ainsi de suite. Ce qui fait que ça peut tout de suite prendre 20, 30 ans. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous envisagez de faire, vous, justement, après votre thèse, après avoir fini de bosser là-dessus? C'est une grande question. Idéalement, ça serait quand même de pouvoir continuer la recherche. Après, c'est pas toujours évident d'avoir un poste. Dans l'industrie, il y a un équivalent qui s'appelle chef de projet. C'est une opportunité comme une autre. Ouais, ça serait plutôt chez une société comme General Electric. Dans le privé, on a vite fait le tour. Hein. D'accord. Il y a plein d'opportunités qui existent. Ce qui m'intéresse vraiment, ce que me permet la thèse, c'est vraiment de s'ouvrir à toutes les technologies, à pouvoir, à partir de rien, créer quelque chose ou même améliorer sensiblement les choses. D'accord. Du coup, moi, j'ai une autre question, mais vous avez dit que c'était un travail du coup de plusieurs dizaines d'années. Donc, ça veut dire que la recherche sur ce que vous faites a commencé depuis longtemps. Oui. Et qu'il y a du monde après pour reprendre la suite, parce que vous n'aurez peut-être pas forcément les résultats parfaits à la fin de vos thèses. Là, on en est sur notre instrument, c'est ce qu'on appelle un prototype de type 1, enfin de phase 1. Donc là, on est sur ce qu'on appelle un démonstrateur. Donc, on va montrer que le processus marche, processus physique, tout ça, c'est viable, avant de passer sur le petit animal, par exemple. Donc là, c'est tout juste, en mars, on vient d'installer notre détecteur sur une ligne clinique à Nice, au centre de protonthérapie Antoine Lacassagne, qui est maintenant l'Institut méditerranéen de protonthérapie. Donc la radonthérapie ou même la protonthérapie, c'est quelque chose qui est appelé à se développer. C'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas très développé il y a à peine encore 20 ans. Donc c'est vraiment une solution pour aller chercher des cancers qu'aujourd'hui on ne peut pas soigner ou qu'on soigne difficilement. Et en particulier aussi pour une autre population qui sont comme les enfants, parce que la radiothérapie conventionnelle, ou même le traitement conventionnel, induit des effets secondaires de l'ordre de la dizaine ou de la vingtaine d'années, qui sont, c'est pas que c'est acceptable, mais qui ne sont pas exclusivement néfastes pour des personnes plus âgées. En revanche, pour un enfant, c'est quand même très compliqué. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à faire cette thèse? Enfin, quel est votre parcours un peu pour expliquer aux gens comment vous êtes arrivé là? Alors, du coup, j'ai fait toute mon université à Nantes, dans le parcours de physique. Et on a eu l'occasion de faire des stages, justement. Donc, je travaillais aussi... Alors, cette fois-ci, je travaillais sur la partie diagnostic, donc une machine qui permet de justement diagnostiquer le cancer.
qui a un fonctionnement un peu similaire. Et c'est tout cet aspect recherche, passer ses journées à réfléchir de comment faire, quoi. Il n'y a pas de recette, on est là, on a un problème et on essaye de le résoudre. C'est même des fois plus simple que ça, c'est des problèmes qui n'existent pas, on se crée des problèmes et ensuite on essaye de les résoudre. C'est joliment résumé. C'est la thèse, non mais... Donc en fait la thèse finalement c'est juste le prolongement de mes stages, mais cette fois-ci sur 3 ans. D'accord. Bon bah super, merci pour toutes ces infos et